Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'inertie et d'espoir dans le monde économique. L'inertie, on la trouve sous plein de formes. J'en ai pris deux hier dans le train qui me venaient à l'esprit comme ça. L'inertie dans le monde, c'est de continuer l'accroissement de la consommation de charbon, de pétrole, de gaz, même après les accords de Paris. L'inertie, c'est aussi par exemple passer de 26 à 44% de part de SUV dans les véhicules vendus. Et la question, c'est pourquoi ? Et donc on va faire un petit détour par la théorie des jeux, par quelqu'un qui connaît en fait pas très bien le sujet, mais va le faire quand même. La théorie des jeux, c'est une explication de pourquoi la rationalité amène à faire des choix sous-optimaux. Dans la théorie des jeux, je sais que coopérer, ça va amener le meilleur résultat, mais comme j'anticipe que mon petit camarade ne va pas coopérer, je ne le fais pas non plus. Si on applique ça à la transition, à la transformation écologique, je le refais à ma sauce, et on va parler de transformation écologique versus le business as usual. On peut le regarder à différentes échelles. À l'échelle d'une entreprise, qu'elle soit start-up, qu'elle soit grand groupe, qu'elle soit PME, qu'elle soit ETI, si les deux coopèrent, je pense que vous le savez, vous le vivez tous, faire les choses de façon écologique, en général, c'est faire des choses de façon plus chère. Si je source localement, la main-d'œuvre est plus chère. Si je revois mes flux de transport, les choses deviennent plus chères. Si je paye mes employés plus, mes produits deviennent plus chers. Par contre, si l'autre s'engage dans une voie de transformation que moi je fais comme d'habitude, il y a de bonnes chances qu'il plante sa boîte et moi j'en profite. Et quand les deux sont sur business as usual, on se retrouve juste avec des changements de façade, des changements à la marge. Et ce qui est super important, pour nous, c'est de regarder ça à l'échelle du dirigeant, qui est la personne qui est en haut de la pyramide et qui est au centre de plein d'injonctions contradictoires. Si les deux coopèrent et transforment leur entreprise, il y a de bonnes chances, en tant que personne, qu'ils diminuent leur salaire. C'est une sursimplification des choses, mais ça en sera possiblement une conséquence. Si je suis le seul à transformer, il y a de bonnes chances que je plante ma boîte. Si on fait tous les deux comme d'habitude, je serai probablement payé autant, mais mes enfants, ils commenceront à me regarder le soir en me disant « Mais papa, maman, mais comment tu peux continuer comme ça ?» Et in fine, le plus important, c'est que quand on étend ça à l'échelle de l'humanité, quand on étend ça sur un peu plus de temps, il n'y a pas trop de choix, pas trop de solutions. Et toute la complexité dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde institutionnel, c'est de réussir à trouver le courage de franchir le pas. Et donc comment débloquer cette inertie ? Notre façon de nous y attaquer, c'est la Convention des entreprises pour le climat. L'idée de la Convention des entreprises pour le climat, c'est de réunir 150 dirigeants d'entreprises et de les faire bosser sur une idée simple qui est comment je fais, à quoi ça ressemble de pousser les curseurs au maximum sur toutes les dimensions écologiques, environnementales de mon activité. Et donc ces 150, on les a recrutés. La première session, assez analogue à celle de la claque climatique des citoyens, c'était la semaine dernière. Et on les a recrutés pour bosser. Et du coup, je vous laisse imaginer que prendre 12 jours pleins du temps d'un dirigeant, c'est compliqué, surtout pour bosser sur ces sujets-là. Et ce qu'on croit, ce qu'on a injecté dans tout ça, c'est que pour débloquer l'inertie, il faut regarder les choses différemment. Une métaphore, une analogie qu'on a utilisée, il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui voient bien cette scène dans Indiana Jones où il y a un fossé, il y a le Graal de l'autre côté, il la voit, la porte, elle est là, et en fait il regarde devant lui et c'est le vide. C'est le fameux leap of faith, et en fait on se rend compte que c'était une bête illusion d'optique. Et quelque part, nous, on veut réunir les conditions pour que se fasse un leap of faith, des leap of faith, et pour ça, on a cherché à activer à la fois la rationalité et permettre aux dirigeants de se retrouver entre eux, de façon désinhibée, parce que si je parle de transformation écologique devant mes actionnaires, devant mes employés, que je leur dis c'est compliqué, mais
là, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas quoi faire. Ça passe pas trop. Par contre, si on réunit tous ces dirigeants dans un cadre de confiance, on peut commencer à s'ouvrir un peu plus. Et quand on réunit 150 entreprises qui vont de la société de conseil individuel à un groupe de 69 000 personnes qui sont dans des activités qui vont de la production de camions, le tourisme, la bière, le conseil en digital et tant d'autres choses, on se retrouve avec des gens qui activent l'intelligence collective d'une façon qu'ils n'ont jamais fait avant. Et ça permet à ces personnes-là de vraiment commencer à se projeter ensemble de façon vraiment désinhibée dans des feuilles de route ambitieuses. Et le livrable de cette convention, c'est que chaque entreprise en sorte avec une feuille de route qui lui est propre à horizon 2030, qui dise « Ok, voilà pour moi ce que ça veut dire de pousser les curseurs au maximum ». Et ce qu'on sait, c'est qu'en poussant les curseurs au maximum, s'ils sont seuls, comme on l'a dit, ça sera trop compliqué. Et du coup, pour reprendre les mots de Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, qui fait partie du comité de garant de la CEC, ce qu'on cherche, c'est 150 porte-étendards d'une transition écologique vraiment différente. Et ces 150 porte-étendards sont le point de départ, on espère que ce soit le point de départ de quelque chose, d'un mouvement beaucoup plus large, qui permet de dire « Ok, voici ma feuille de route de transformation, j'y arriverai pas tout seul, mais si j'arrive à embarquer mon écosystème économique, si j'arrive à embarquer le monde politique, si les conditions sont réunies pour que tous ces mondes-là se rencontrent et bossent ensemble, alors il y a quelque chose qui peut être impulsé. » On appelle ça chez nous la théorie du sachet de thé, de façon moins poétique, on pourrait aussi appeler ça la théorie de la nappe de pétrole. Mais l'idée est la même, c'est que ça parte de 150 dirigeants et que ça diffuse, que ça infuse, que ça inspire. Et il y a un slogan qui est sorti de cette première session, et je pense que c'est Franck Gervais, le nouveau DG de Pierre et Vacances, qui l'avait prononcé devant la journaliste de Libé qui était là, c'est que la RSE à la papa, la RSE des plaquettes de com, dans les grandes entreprises, ça reste la norme. Et c'est exactement ça qu'on veut changer et ringardiser. Et donc pour vous en dire plus sur les participants, pourquoi on croit qu'on va pouvoir y arriver, ensemble, c'est 250 000 collaborateurs, c'est 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, toutes les régions de France représentées, une diversité sectorielle qui est vraiment énorme. Il y a quelques logos que vous reconnaîtrez probablement, mais ce qui est vraiment génial, c'est que dans la construction de cette convention, comme la convention citoyenne, c'est une alternance entre des plénières où interviennent des experts sur les sujets climatiques, par exemple, et des sous-groupes où on est vraiment sur l'humain, sur l'échange, sur la co-construction. Et donc, ce qui a été génial, c'est de voir des dirigeants de boîtes de 10 000, de 15 000, de 69 000 personnes qui soient dans le même groupe, d'égal à égal, avec, par exemple, un réfugié syrien qui a monté une boîte en France, incubée par Singa. Et la raison pour laquelle il est là, c'est qu'il a vécu la sécheresse en Syrie. Donc le changement climatique, de façon personnelle, il sait ce que c'est. Et ces choses-là, ces moments-là, ont créé des choses hyper fortes avec cette première session. Et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à taper Convention Entreprise Climat sur LinkedIn et regarder tous les posts qui sont sortis, parce que c'était vraiment pour nous, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi fort. Et du coup, j'ai envie d'en profiter pour vous lire un extrait d'email que j'ai reçu à 11h58 aujourd'hui, de la part de la directrice RSE et du DG d'une boîte dans l'industrie de 7000 personnes. Donc c'est quand même une grosse boîte avec des vrais enjeux de transformation, qui nous dit « Nous sommes passés par plusieurs phases, une forme d'abattement et un sentiment d'impuissance devant l'ampleur des constats et enjeux, un profond sentiment d'empathie pour cette nature et cette humanité qui nous sont si chères, de l'espoir au regard de la volonté d'agir de cette communauté d'entreprises, de femmes et d'hommes. C'est ce que vous recherchez à nous faire vivre, c'est plutôt réussi. Nous sommes repartis, gonflés par cet élan collectif, avec l'envie de nous retrousser les manches pour bâtir l'entreprise et le monde de demain, car nous avons encore plus pris la mesure de l'urgence. Il va falloir faire tenir la mayonnaise, maintenant qu'elle est montée, et passer à l'action. Nous sommes aussi repartis confiants, car nous croyons à l'action collective, et avec tous les cerveaux que vous avez réussi à embarquer, on va bien trouver des solutions. Et ça, j'ai simplifié avec une matrice de 2 le problème, mais il est extrêmement complexe. Mais par contre, un message comme ça, de le recevoir, ça me donne énormément d'espoir, et c'est pour ça que je me lève le matin.
et que je voulais partager cette initiative avec vous. Merci beaucoup.